Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Pour se reconstruire d'une épreuve, il faut la comprendre, mettre les mots, trouver des outils et un cadre qui nous permettent de l'intégrer à notre histoire et à notre quotidien. C'est pourquoi je reçois des experts et expertes qui viennent aborder le concept de finitude et de deuil à mes côtés. Ressources thérapeutiques, outils de connaissance de soi, concepts théoriques ou philosophiques, ces interviews ont pour but d'apporter un regard nouveau sur la mort. À travers ces partages, j'aspire à pouvoir démystifier le deuil sous toutes ses formes et vous fournir les moyens de faire preuve de résilience pour vous reconstruire. Place à notre expert. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Constance. Constance, merci d'enregistrer et je devrais même dire de réenregistrer cet épisode. Et je n'ai pas de honte à dire que oui, parfois, il y a des bugs, il y a des couacs. Et je ne suis pas accompagnatrice des deuils et de la résilience pour rien. C'est aussi un micro-deuil. Et je te laisse te présenter. Bonjour Charlène, écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour la deuxième fois, du coup effectivement, mais ça donne l'occasion de se voir. Donc je suis Constance, je suis coach en transition professionnelle. Voilà, j'accompagne toute personne qui veut expérimenter ou qui expérimente un changement de vie professionnelle à travers le bilan de compétences, du coaching, et puis je suis également formatrice sur des thématiques liées à la reconversion professionnelle, mais également voilà, à la gestion de conflits ou la gestion du stress. Voilà. Merci pour cette belle présentation. On va avoir l'occasion de parler de toutes ces notions de professionnel, le bilan de compétences où tu en as aussi une certaine vision avec ta patte à toi et c'est pour ça que j'avais plaisir et que j'ai plaisir encore aujourd'hui à faire cet épisode-là avec toi. J'ai déjà parlé des notions de deuil professionnel, notamment dans le fait que toutes les transitions finalement sont des deuils et donc les transitions pro sont aussi des deuils qui sont plutôt des deuils pro, bien que, on va voir, ça vient toucher aussi des dimensions qui sont personnelles. Est-ce que tu peux nous introduire un peu cette notion de deuil professionnel, en tout cas comment toi tu la vois, comment toi tu peux la percevoir aussi au quotidien avec tes clients et tes clientes? Alors les deuils professionnels, en fait, sont étroitement liés au mot transition. Voilà, les transitions qui sont par définition désagréables, toutes les transitions qu'on expérimente. Une transition, c'est toujours je suis à un endroit, un peu un sas entre deux endroits. Donc voilà, toutes celles qu'on expérimente dans la vie ne sont pas forcément simples. Et effectivement, c'est pour ça qu'on appelle ça les transitions professionnelles. Voilà. Le mot deuil, je t'apprends rien, doloré en latin, voilà, qui veut dire souffrir à la base. Merci pour ce rappel. De fait, un processus qui prend du temps et une notion cyclique. Voilà. Le principe du deuil, c'est que la plupart du temps, on le subit. Il arrive souvent suite à une situation qu'on n'a pas nécessairement choisie. Après, on va voir que dans les deuils professionnels, voilà, il y en a certains qui sont subis et d'autres, pour le coup, qui sont davantage choisis. En plus, elle me fait le plan et tout, si ça, c'est pas beau. On pourrait dire que ouais, il y a la mort finalement d'un ancien soi au niveau professionnel vers un nouveau soi professionnel. Donc ça peut être le deuil d'une carrière, ça peut être le deuil d'un métier, ça peut être le deuil d'une entreprise, ça peut être le deuil d'un poste, ça peut être aussi quand on évolue dans sa propre fonction ou dans son entreprise aussi, d'un environnement professionnel, d'une équipe. Enfin vraiment, il y a toutes ces notions-là qui sont sous-jacentes. Et ce qui est important aussi, c'est que comme tu l'as dit, il y a des deuils qui sont subis, des deuils qui sont volontaires. Je te propose qu'on commence par les deuils qui sont subis. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager justement à ce niveau-là? Quels sont On parle souvent des deuils secondaires, c'est-à-dire que oui, il y a l'événement en tant que tel. Si je prends l'exemple du décès, qui est souvent l'exemple qui parle le plus quand on parle de deuil. D'accord, j'ai perdu cette personne, mais il y a plein d'autres plus ou moins petites ou grandes pertes qui vont avec ça. J'ai perdu le fait que c'était la personne avec qui je partais en vacances, donc j'ai perdu mes repères de vacances, etc., etc. Mais tous ces deuils secondaires qui sont aussi les deuils qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est souvent un peu l'image des poupées russes, en fait. Voilà. Exact. On en ouvre une et puis en fait, il y en a plusieurs à l'intérieur. Au niveau des deuils subis, on va pouvoir avoir le deuil de l'emploi. Voilà, je perds mon emploi dans le cadre d'un licenciement, l'entreprise pose le bilan, on me force à démissionner, voilà. Là, effectivement, c'est difficile parce que l'estime de soi et la confiance en soi, souvent, elles sont quand même assez atteintes. On perd ses repères, on ne se sent pas indispensable. Donc, ça reste assez compliqué.
On peut trouver également aussi le deuil des attentes professionnelles. Voilà, la carrière ne se déroule pas comme prévu. J'avais des aspirations pour ce poste. Je m'en étais fait une image, je m'en étais fait voilà, vraiment une certaine envie et ça ne se passe pas. Voilà, comme c'était prévu, on se trompe sur le poste. Donc, les espérances par rapport à la réalité, voilà, il y a une certaine forme de deuil évidemment à pouvoir faire par rapport à nos attentes. Et pour rebondir sur ce deuil-là, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré avec Laure sur la notion des attentes. Et souvent, les attentes professionnelles peuvent être liées aussi à ce que nos parents ou notre famille nous a inculqué de Bien sûr. potentiellement, je sais pas, j'ai envie que tu sois avocat ou médecin, etc. Et parfois, on suit ça. Et je sais pas si c'est le type de personne aussi que tu peux rencontrer en bilan de compétences, mais jusqu'au jour où on se rend compte, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais à ce poste, à cette place dans cette entreprise? Et en fait, ça n'a pas de sens. Comme si d'un coup, il y avait un voile qui s'était levé et où je me dis, mais ça y est, je me questionne enfin, peut-être parce que parfois il y a plus de place dans certains moments. C'est le type de personne que tu peux voir en bilan de compétences aussi? Ça arrive, Ouais. bien sûr, ça arrive, parce que quand on parle de deuil des attentes professionnelles, là, effectivement, j'ai évoqué nos propres attentes par Ouais. rapport à un poste, mais tu fais bien de souligner qu'effectivement, parfois, c'est les attentes de l'entourage Ouais. aussi, bien sûr. Attentes sociétales, personnelles, parentales. Exactement, exactement. On va également trouver une forme de deuil liée à des problèmes de santé, voilà, qui entraînent des changements majeurs, forcément, par incapacité dans la vie professionnelle. Voilà, ça, il y a également cette notion de licenciement pour inaptitude. Voilà, alors ça s'appelle comme ça. C'est un mot que je trouve assez violent quand même. Mais bon, c'est le terme juridique. Voilà, j'ai un problème de santé, j'ai exercé un métier pendant longtemps. Ça arrive bien souvent dans les professions physiques, de fait. Et je me retrouve, voilà, à ne plus pouvoir l'exercer, alors que pourtant, bien souvent, j'aime mon métier. Mais voilà, ma santé me rappelle à l'ordre. Et donc, je vais devoir entamer une reconversion ou un changement pro à cause de ce souci-là. Voilà. Ouais, c'est souvent des événements qui sont difficilement vécus, justement, les problèmes de santé, que ce soit un accident ou que ce soit un diagnostic qui est posé. Et surtout quand on aime son métier de base et qu'on en est privé. Enfin, j'y pense aussi, par exemple, si une personne est privée d'un sport qu'elle adorait, qui était une passion, sur lequel, sans participer aux Jeux Olympiques, mais dans lequel elle était impliquée et qui faisait partie de son équilibre, de dire, bah, au-delà de faire le deuil de peut-être une part de ma santé et puis d'autres deuils secondaires, ben, il y a aussi ce deuil-là où, bah, en plus de ça, je vais devoir changer de métier. Donc, je change mon alignement, je change mes attentes, je change l'idéal, le quotidien que je me construis. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au licenciement pour inaptitude, où les mots peuvent être quand même assez violents. Enfin, disons-le, c'est quand même Bien assez sûr. violent, moi, je trouve. Et j'y pense notamment quand on parle de congé de deuil, où, enfin, moi, c'est une expression qui me fait toujours à la fois rire et pleurer en me disant, mais en fait, un congé, c'est censé être quelque chose de sympathique. Et enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui prend un congé de deuil en étant super ravi de le prendre. La plupart du temps, on aurait préféré ne pas avoir ces jours de On congé de préfère deuil. l'éviter, Voilà. bien sûr. Et c'est vrai que cette expression, je la trouve assez surprenante, comme le licenciement pour inaptitude, en fait. C'est très violent, effectivement. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont justement des soucis de santé. Donc, on travaille aussi sur cette notion de deuil-là. Et c'est vrai que le mot inapte, voilà, j'ai été déclarée inapte. C'est quand même assez violent. On doit déjà souvent accepter un souci de santé, des douleurs, une maladie. Et en plus, on peut plus exercer. Donc là, c'est vraiment le double effet, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis il y a ce côté où le deuil, on s'identifie au deuil parce qu'à un moment, on voit que ça et qu'il y a que ça qui prend toute la place, en fait. Et du coup, ben, d'avoir des mots qui sont aussi durs, Ça n'arrange en rien. termes de confiance, d'estime, tu l'as cité à un moment, bah oui, c'est d'autant plus compliqué aussi, quoi. Exactement. On va également pouvoir avoir aussi le deuil lié à la mobilité géographique ou aux collègues ou au réseau professionnel. Voilà, ça, je les mets un petit peu dans le même sac, ceux-là. C'est par exemple, voilà, je déménage pour suivre mon conjoint, ma conjointe, ou j'ai peut-être choisi de partir moi-même, mais le fait est que voilà, je subis une forme de deuil dans ce déracinement-là, en fait. Voilà, de devoir retrouver autre chose de différent. Une certaine peur de l'inconnu aussi, bien souvent, qui est là aussi. Donc ça, c'est vraiment une forme de deuil professionnel à pas prendre à la légère aussi non plus, ça. Ouais, et qui peut être soit le deuil initial ou le deuil secondaire. Si, imaginons, la personne doit déménager, Exactement. et ben, ça peut être comme un deuil, c'est un peu l'image des dommages collatéraux, en fait. Mais comme quoi aussi, tous les événements sont interdépendants, reliés les uns aux autres, et que, ben oui, enlever un élément ou un événement ou une personne d'un système, ça a des conséquences aussi sur le reste. Donc, c'est super intéressant. Merci de le rajouter. Et puis le dernier, je parlerai de deuil de l'opportunité entrepreneuriale.
Voilà. Il y a beaucoup de projets qui se lancent et c'est formidable parce que l'entrepreneuriat plaît et attire toujours beaucoup. Mais effectivement, voilà, parfois il arrive que pour telle ou telle raison, ça ne fonctionne pas. Voilà, un projet avorté qui du coup est perçu comme un échec. Et c'est vrai que ça, voilà, c'est difficile quand on a vraiment ce projet, cette envie-là, cette motivation de faire face, voilà, tout simplement au constat que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est souvent difficile, même si on se dit que on le remettra peut-être à plus tard ou que c'est justifié par telle ou telle chose. Mine de rien, ça reste compliqué quand même. Bah, ça vient jouer aussi sur l'estime, ça vient Bien jouer sur sûr, la bien confiance, sûr. au-delà du syndrome de l'imposteur qu'on a peut-être pu ou pas dépasser quand on s'est lancé, mais ça joue aussi sur, les proches. On en parlait par rapport aux attentes. Bon, tu es à ton compte comme moi, donc je pense qu'on les a tous eus, au moins toutes les 2, ces Exactement. questions de: «Bah, alors, est-ce que tu en vis? Et puis, ben, tu en es où niveau chiffre d'affaires et comment ça va?» et cetera. Et il y a surtout l'envers du décor que les personnes ne voient pas, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression parfois que je passe beaucoup de temps devant Netflix ou devant la Play ou je ne sais quoi, alors que c'est pas le cas. Et c'est aussi de devoir faire face à ça. Une fois que je dis que, OK, mon projet, il a échoué, et peut-être de devoir faire face à: «Bah, je te l'avais dit que ça marcherait C'est pas», ou ce exactement genre de ça. choses, en Il fait. y a un vrai sujet de regard des autres qu'on trouve peut-être pas dans les autres formes de deuil qu'on a évoquées, mais là, il y a un sujet de regard des autres. Alors même si le regard des proches, hein, on le souhaite dans ces situations-là, est souvent bienveillant, ils sont souvent plutôt déçus pour nous. Mais en l'occurrence, voilà, c'est quand même difficile d'avouer que ça n'a pas marché. Donc c'est une vraie forme de deuil subi aussi, bien sûr. Ouais, et ce regard des autres, il est valable dans tous les types de deuil. Enfin, j'entends deuil professionnel, deuil personnel, même dans le cadre d'un décès. Je prends l'exemple d'un décès au sein d'une fratrie, on perd un de nos 2 parents, on est, 2-3, frères et sœurs, on va pas le vivre de la même manière. Hmm. Il suffit qu'il y ait une personne qui le vive de manière très intérieure, et ben, elle va peut-être pas comprendre pourquoi l'autre personne pleure depuis, selon elle, X mois ou années. C'est bon, elle devrait tourner la page, et du coup, celle qui pleure, ne comprend pas pourquoi l'autre ne s'exprime pas. Donc il y a aussi ce regard des autres, slash cette comparaison entre mon expérience et l'expérience de l'autre, et qu'est-ce que moi je projette aussi sur cette personne-là. Qu'est-ce que je Bien sûr. conçois derrière, quelles sont mes attentes ou mes Hmm. représentations en fait derrière. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter sur ces notions de deuil subi? Est-ce que... Écoute, je pense qu'on a été assez complète là-dessus. On va Ok. pouvoir parler des deuils choisis pour le coup. Ouais, deuil choisi, deuil volontaire. Eh bien vas-y, dis-nous en plus. La forme vraiment dont j'avais envie de parler avec toi, c'était, voilà, je pars de mon plein gré pour une reconversion. Puisque ça, c'est quand même un cas de figure qu'on voit beaucoup. Voilà, on est quand même nombreux. Je pense que ton audience aussi a cette posé déjà la question, est-ce que je pars, est-ce que je vais partir? Et parfois, effectivement, ça s'impose à nous. Quelle qu'en soit la raison, ça s'impose à nous et on choisit de partir. Voilà. On fait un bilan de compétences, ou on se fait accompagner, ou parfois, voilà, on cherche quelque chose de soi-même. Mais en tout cas, il y a quand même une forme de deuil, puisque je quitte quelque chose. Tu parlais tout à l'heure, on passe d'un état à un autre, la mort de Ouais. l'ancien moi pour, voilà, une nouvelle personne. Donc, même si c'est choisi, c'est quand même certaines choses, voilà, sur lesquelles on fait le deuil, et de manière aussi très, très pragmatique. Quand, par exemple, on était dans le salariat et qu'on crée sa boîte, et que ça fonctionne, voilà. Ce n'est donc pas le deuil de l'opportunité entrepreneuriale, mais plutôt, voilà, quelque chose qui marche bien. Mine de rien, parfois, on fait le deuil aussi d'une certaine stabilité qu'on avait avant, d'un revenu qui tombait chaque mois, d'avantages sociaux, etc. Donc voilà, c'est un exemple, bien entendu, parmi d'autres. Parfois, voilà, on quitte aussi des collègues qu'on aimait bien. Voilà, même si c'est choisi, c'est quand même pas à prendre à la légère, Ouais, ouais, bien tout de sûr. même. Même si On c'est quitte choisi. en fait encore une fois tout un système. On vient, moi je préfère l'expression écrire un nouveau chapitre plutôt que tourner la page. Je trouve que tourner la page, il y a vraiment ce côté, limite j'ai peut-être même pas regardé et je l'intègre pas. Alors que écrire un nouveau chapitre, s'il y a un nouveau chapitre, ça veut dire qu'il y a des chapitres précédents et que c'est grâce aux chapitres précédents que je Exactement. comprends la suite. Et comme tu le dis, est-ce que tu as des exemples quand tu parles de reconversion? Parce que c'est devenu des mots qui sont un peu galvaudés, un peu valises maintenant, et on met tout et n'importe quoi un petit peu dedans. Est-ce que, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne qui traverse un burn-out dans un poste précédent, qui décide du coup, suite à ce burn-out, de se reconvertir, est-ce que c'est des choses que tu mets dans reconversion? Est-ce que du coup, tu mets aussi la notion de santé dedans? Ou comment toi, tu le définirais? Alors, ce que je mets dans reconversion, c'est cette vraie notion de changement. Voilà. En fait, souvent, on pense, par exemple, que quand on fait un bilan de compétences, on va faire une reconversion systématique.
Pas forcément. En fait, on peut très bien choisir de faire le point sur ce qui se passe, sur ses compétences, sur son travail, etc. Et se rendre compte qu'en fait, c'est pas le métier, le sujet, c'est l'environnement. Voilà. Je donne très souvent cette image que j'aime beaucoup aux personnes que j'accompagne. Si vous achetez une plante et que vous l'arrosez, vous lui donnez du soleil, vous lui parlez, la plante va grandir. À l'inverse, si vous la mettez dans un placard, dans le noir, sans eau, elle va crever. Quel est le problème? L'environnement ou la plante? Certainement pas la plante. Donc la personne n'est jamais le problème. Voilà. Parfois, il faut simplement changer de lunettes, voilà, et se rendre compte qu'en fait, on aime ce qu'on fait, mais on a fini par l'oublier. Tellement il y a des problèmes dans l'entreprise, tellement il y a des sujets de management, des sujets de harcèlement, des sujets de culture d'entreprise. On se retrouve en conflit de valeurs. Et donc, bien souvent, c'est pas toujours une reconversion dont on a besoin. Mmh. Parfois, c'est simplement de faire autre chose différemment. Donc ça peut être, je garde mon métier que je fais dans une autre structure, dans laquelle je vais être davantage alignée aussi, cette notion d'alignement qui est importante à travailler quand on parle de reconversion. Ça peut être, je fais la même chose mais à mon compte. Ou ça peut être, voilà, une reconversion, ce que moi j'appelle, pour répondre à ta question initiale, vraiment un changement. Voilà, OK. je peux reprendre une formation, je démarre quelque chose de différent. OK, donc finalement, du moment où on change de poste, où on change d'entreprise, où on change de mission et cetera, il y a cette notion de conversion, peut-être conversion, reconversion, évolution. Tout C'est ça, c'est ça. un petit peu dans le même lot finalement. Exactement. À ce moment-là, si effectivement on garde, entre guillemets, le même métier, les mêmes choses, etc., voilà, on peut appeler ça effectivement une évolution, une transition, un changement. Voilà. Derrière reconversion, voilà, j'ai vraiment plutôt tendance à mettre voilà, cette notion de Je vais me changement. former à quelque Voilà. chose, Je fais quelque chose de différent, je pars vers un autre métier. Voilà. Après, ça n'enlève pas aussi que ça veut pas dire que c'est plus simple. Bien sûr, c'est pas non, parce bien que sûr. je pars dans quelque chose que je connais que c'est plus simple. Donc ça, c'est vraiment, voilà, selon chacun. Certains parleront de reconversion alors qu'ils feront exactement le même travail et c'est OK. Mais effectivement, on a souvent tendance davantage, enfin, le dictionnaire le dit aussi, à mettre en lumière un changement vraiment davantage, j'ai pas envie de dire à 360, c'est pas toujours le cas, mais davantage plus flagrant, on va dire. Et Ouais. souvent, dont on a souvent plus besoin aussi. Ouais, bien sûr. Et ben justement, tu l'as un petit peu dit, tu parlais de la notion de connaissance de soi, tu parlais d'alignement. Je sais que c'est quelque chose qui te tient fortement à cœur et que parfois on peut voir le bilan de compétences de manière un peu alors, je vais donner ma vision et là, c'est très Bien subjectif, de la sûr. manière dont je l'avais avant, qui a évolué, mais c'était, ben, voilà, faut que je rentre dans telle ou telle case. Tu vois? Il y avait un peu ce côté-là Tout à fait, et je comprends. c'est pas la manière dont tu me l'as exposé et c'est pas la manière dont tu me l'as présenté et justement, cette notion de connaissance de soi qui, moi, me tient à cœur, tu la mets aussi dans tes accompagnements. Est-ce que tu veux nous en dire un petit mot? Je te rejoins complètement sur ce que tu disais, parce qu'effectivement, parfois, c'est un dispositif qu'on voit comme quelque chose voilà, d'assez scolaire, assez académique. Voilà. Alors, on va me faire lister mes compétences, puis on va me dire pourquoi je suis fait. Alors ça, c'est vraiment pas la manière, en tout cas, dont moi, je le travaille. Certes, il y a un travail très pragmatique hein, sur les compétences, ce Bien que je sûr. veux faire, ce que je veux plus faire, ce que je suis capable de faire. Mais c'est également, pour reprendre aussi l'expression d'une de mes anciennes coachées, c'est un bilan de soi, en fait. Voilà. Puisqu'on est une seule et même personne. Donc, on ne peut pas travailler uniquement sur le pro en laissant de côté le perso. C'est pas possible. Il y a beaucoup de nos choix et beaucoup d'événements qui résonnent en nous d'une certaine manière au travail parce que il y a des choses pas réglées du côté perso. Donc, c'est vraiment important. Et effectivement, moi, dans le bilan, je prends le temps. Il y a vraiment toute une première phase très introspective, justement là-dessus. On prend le temps d'étudier les peurs qu'on peut avoir, les blocages, voilà, essayer de comprendre aussi les raisons. Pourquoi on a pu subir telle ou telle chose aussi longtemps, pourquoi ça nous plaisait avant et maintenant ça nous plaît plus. Voilà, ça me paraît vraiment assez essentiel de pouvoir travailler sur ces deux dimensions-là. Je vois vraiment la personne que j'accompagne de manière holistique en fait, donc c'est une seule et même personne. Alors bien entendu, hein, un coach en transition professionnelle n'est pas un psychologue de fait, mais en tout cas on fait quand même la part belle à cette partie perso. Bien sûr, c'est essentiel. Bien sûr, mais j'ai envie de te dire, en tant qu'accompagnante des deuils, je ne suis pas non plus psychologue, tu vois? Tout à fait. Et ça permet aussi d'accompagner ces transitions-là et encore une fois, résonnera, ton approche comme mon approche chez les personnes qui en ont besoin et si ça résonne pas en vous et ben, c'est tout à fait OK, en fait, il y a pas de mal à ça, mais c'est ce qui fait que tu es unique dans ta manière aussi de l'aborder et de le voir de cette manière-là. J'ai toujours trouvé ça, très intéressant. Bah, je l'ai toujours vu de cette manière-là, en tout cas, ouais.
Je sais que tu voulais aussi qu'on aborde ces étapes du deuil avec le modèle d'Elisabeth Kubler-Ross, un peu sous le prisme professionnel. Alors, vas-y, je t'écoute. Tout à fait. On va effectivement retrouver les étapes. Je pense que ton audience connaît bien depuis le temps. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de se l'approprier, voilà, vraiment dans ce milieu professionnel. L'étape du choc, voilà, qui va vraiment être je m'ennuie, ce que je fais n'a plus de sens. Voilà, on va conscientiser à un moment de la journée, mais en fait, pourquoi je fais ça? C'est ça ma vie. Voilà, ça c'est vraiment ce que je mets derrière le choc. Après, une phase de déni, où on essaie de relativiser. Non, mais ça va, je suis quand même bien dans ce travail, il y a des avantages, et puis je peux pas forcément faire autre chose, et puis qu'est-ce que je ferais si je faisais autre chose? Voilà, on essaye un petit peu de réfléchir à ça, et on est un peu dans le déni. Après, il y a toujours cette phase de colère. Voilà. Mais de toute façon, c'est les autres, c'est mon responsable, c'est cette entreprise voilà, qui est nulle, on ne me laisse pas m'exprimer, etc. Voilà, vraiment cette phase de colère, c'est les autres. On va ensuite avoir une certaine phase de peur, de l'inquiétude en fait. Et si jamais je retrouvais plus jamais le sourire au travail? Et si en fait, le problème c'était moi? Voilà, vraiment cette phase d'inquiétude, surtout quand on voit le nombre d'années parfois qui nous restent à travailler. Cette phase d'inquiétude précède bien souvent la phase de tristesse. Il faut que j'ouvre les yeux. Voilà. Je suis pas heureuse, je suis pas heureux. Ce job, il ne me convient pas. Il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, cette phase de tristesse, elle a du bon. Alors, c'est pas toujours facile à entendre et à intégrer, mais elle a du bon parce qu'en fait, c'est le point de chute. C'est le début en fait de la suite. C'est le début de l'acceptation où au fur et à mesure on conscientise voilà de cette nouvelle page qu'on va écrire Mm. pour reprendre ton expression tout à l'heure. C'est ça, c'est le moment du rebond en fait. La courbe Exactement. d'Elisabeth Kubler-Ross, c'est vraiment une courbe en U. Et Voilà, ce moment de tristesse, c'est la fin du U qui permet de remonter vers l'autre branche du U. tout Donc, à fait. comme tu le dis, ouais, c'est là où on voit que le positif se cache dans le négatif, quoi. Il n'y a Bien pas d'ombre sûr. et de lumière pour Non, reprendre l'image du yin et du yang. Il y a du noir dans le blanc, il y a du blanc dans le noir. Enfin, je trouve que tout est dit avec ce simple exemple et ce simple symbole, ouais. bien sûr, et tout a un sens en fait, Ouais, mais que aussi, parfois carrément. on comprend plus tard. Qu'après, ouais. La courbe du coup remonte, comme tu le disais, avec l'acceptation. Voilà, allez, ça y est, il est temps que je fasse autre chose, peut-être de me reconvertir, peut-être de faire les choses différemment, voilà, pour me donner cette chance d'avoir la vie pro dont j'ai envie. Et ensuite, on a bien souvent la notion de pardon aussi, voilà. Il y a souvent dans les personnes que j'accompagne, j'entends souvent: «Oh, j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça». Alors déjà, ça sert jamais à rien de se culpabiliser. Ça sert toujours à rien, pardon, de se culpabiliser parce que de toute façon, c'est fait et que sur le moment, on a fait comme on a cru être la meilleure option. Voilà. Donc Ouais. là-dessus, bien souvent, c'est une phase, voilà, je me pardonne, je suis OK avec le fait que j'ai peut-être mis du temps, mais j'ai fait comme je pouvais avec les outils, l'environnement dans C'est lequel ça. j'étais. Les moyens qui étaient les miens à ce Voilà, moment-là. Je parlais un exactement. peu du côté de voile où à un moment, un jour, on se réveille un beau matin, on ne sait pas pourquoi, on a l'impression d'être une personne différente de la veille alors que rien n'a changé, on a juste dormi 7 heures et on se réveille en ayant le sentiment d'être une autre personne. Ben, c'est que pour le coup, peut-être mes ressources, mes moyens sont différents, peut-être que le moment est juste comme tu le dis et c'est OK en fait. Et c'est là où on vient C'est aussi hyper OK. en accompagnement travailler la confiance, travailler l'estime, travailler l'image de soi parce que le but de pouvoir, enfin le but, je pense, comme toi, comme pour moi, c'est d'aller vers un mieux-être. Toi, notamment professionnel, qui est relié au personnel, et moi, personnel, qui peut être relié au professionnel, mais Bien c'est de sûr, viser un mieux-être. Donc le but, c'est pas de vous mettre des boulets aux pieds et de vous dire ah j'aurais dû le faire avant, etc. Mais déjà vous le faites en fait. Vous n'auriez pu ne jamais le faire, ne jamais exactement. ouvrir les yeux, rester dans le déni. Et c'est là-dessus aussi où il faut mettre son focus et de remettre ce côté de j'aurais dû le faire avant, bah, en perspective. Oui, mais avant quand? Et avant, est-ce que vous en aviez la possibilité et les moyens et les ressources? Est-ce que ça faisait partie de vos questionnements? Ou avant, est-ce que vous étiez bien dans votre métier et que du coup, ben, la question ne se posait même pas, en fait? C'est ça et puis je pense qu'on peut ensuite ressentir, voilà, une certaine forme de gratitude. Voilà, je me Carrément, remercie d'avoir carrément. actionné ça. C'est facile de regarder dans le rétro et de se dire: «Ah, j'aurais pu faire ci, comme ça et cetera». Ah, mais oui, mais sur le moment, C'est ça. on a fait comme on a pu donc sur cette étape de pardon, voilà, je trouve qui est assez, belle et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier quand je vois que les personnes arrivent à passer, voilà, cette étape-là. Mm. Voilà, maintenant, je pars vers autre chose. Ça, c'est vraiment intéressant. On va ensuite avoir une quête de sens, voilà.
je me fais accompagner ou je fais des recherches, je cherche autre chose, voilà, je travaille sur moi-même. Il y a quelque chose, forcément, on a tous et toutes notre mission de vie. Ça, c'est important aussi d'en être convaincu. Il y a tous quelque chose on a tous forcément quelque chose qui est fait pour nous. Voilà. Et après, cette phase de sérénité. Voilà, ça y est. J'ai trouvé ce que je voulais. Ça peut prendre du temps en fonction du projet qui est choisi, mais en tout cas, je finis par ressentir cet alignement. Mmh. Voilà. C'est important cette notion de temps aussi, comme tu le dis, c'est un processus. Et pour reprendre un petit peu ton image de la plante, je sais plus si j'ai déjà donné dans un épisode ou pas, au pire je me répéterai, c'est pas grave, vaut mieux, la répétition a du bon aussi. Mais c'est l'image d'une graine en fait où avant que déjà tu puisses la planter et tout, tu vas choisir la graine, donc tu vas aller au magasin ou trouver la graine de la plante que tu veux faire pousser. Faut que tu lui donnes un bon terreau, faut qu'il y ait un minimum de lumière, un minimum d'eau, avec des événements que tu peux contrôler, d'autres que tu peux pas contrôler. Si tu la mets en intérieur, c'est plus facile de contrôler la luminosité, la température, etc. Si tu la mets dehors, elle sera au gré des éléments de la nature, etc. Et puis si à un moment elle germe, selon toutes ces conditions, que tu aies mis assez de terre, mais pas trop, que bien arrosé, mais pas trop non plus, c'est pas parce qu'elle a commencé à germer. Si tu tires sur les feuilles, elle va pas pousser plus vite et la fleur ne va pas venir plus vite. Par contre, ce que tu risques de faire, c'est de la déraciner. Et donc, du coup, que potentiellement, cette fleur n'arrive jamais. Bien sûr. Et c'est là que, enfin, je trouve que cette métaphore, elle est intéressante et la nature nous apprend énormément de choses, en fait, sur ces points, de dire que, ben oui, il y a besoin de temps et on peut pas aller plus vite. Et c'est pas parce que notre destination est là-bas qu'on va y aller en un claquement de doigts, même si on aimerait, je pense qu'on aimerait tous pouvoir se téléporter à la destination qu'on veut sans avoir fait le chemin, sans avoir souffert, mais ça reste aussi le propre de l'être humain et c'est ce qui fait que cette vie est aussi bien très belle que parfois tragique et dramatique. Et bon, on est sur un podcast qui parle de la mort et des deuils, donc ça en fait aussi partie, mais en tout cas source de souffrance. Mais c'est cette souffrance qui nous donne, pour rebondir sur le mot sérénité, comme tu le dis, le goût et la valeur et l'intensité de cette sérénité. Et quand on la trouve et qu'on la comprend, et qu'on comprend cette image du yin et du yang, du processus du temps, c'est là où on se dit que oui, il y a une réelle renaissance Bien derrière le sûr. deuil, de nouvelles opportunités. Euh, Est-ce que soit tu as envie de rebondir peut-être là-dessus ou des exemples même avec des personnes que tu as pu accompagner? Cette notion de temps, effectivement, elle est primordiale, ça c'est sûr. Enfin, les choses prennent du temps et puis en fait, chaque personne aussi a sa propre déjà temporalité et puis on a tous nos impératifs et nos besoins. Voilà. Hmm, Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup. Lorsqu'on a une envie de reconversion ou une envie de changement, il faut aussi voir, voilà, en ce moment, quelle est ma situation? Est-ce que, voilà, j'ai des enfants à charge ou pas? Est-ce que j'ai un prêt, d'appartement ou pas? Est-ce que j'ai telle ou telle chose qui voilà, là, c'est vraiment 2 exemples, vraiment, basiques, mais voilà, quels sont mes impératifs bien sûr. aussi? Et est-ce que j'ai des ressources? Voilà, est-ce que je peux m'appuyer temporairement sur la personne avec qui je vis ou pas? Voilà, ça, c'est quelque chose, on est obligé d'en prendre, Hmm. de le prendre en compte, bien sûr. Et puis c'est pareil au niveau du souhait de formation. Est-ce que voilà, j'ai envie de me relancer dans des études longues? Est-ce que c'est plutôt une formation courte? Voilà, c'est évident que cette notion de temps, enfin, je suis complètement alignée avec, ça vient vraiment compléter ce que tu as dit juste avant, mais on est complètement d'accord. Ouais, c'est ça. Et puis tu parles de ressources, justement, le bilan de compétences, par exemple, ça va être de capitaliser sur ses ressources internes, personnelles aussi, mais il y a aussi tout l'environnement dans lequel on vit et que ma situation n'est pas la même situation qu'une autre personne qui pourrait Bien sembler sûr. d'extérieur. Tu vois, on parlait de comparaison tout à l'heure, de regard des autres. On peut être toutes les deux dans la même boîte, avec le même âge, tous les deux un conjoint, etc. Mais on va le vivre d'une manière différente parce qu'on va aller vers des choses qui sont différentes, parce qu'on est différente de base. Et c'est OK, en fait. Bien sûr, et puis qu'on n'a pas tous les mêmes difficultés C'est au ça, même moment, au même endroit. Voilà, pour certains, ça va déjà être une exactement. sacrée étape de démarrer un bilan et le reste va prendre un peu plus de temps. Pour d'autres, ils vont pouvoir actionner très vite. Voilà, on n'a pas tous les mêmes facilités à faire les choses et là encore, c'est vraiment OK. Bien sûr. Chaque personne est complètement différente. C'est ça qui fait la beauté de ce métier aussi que j'adore. Ouais, je te rejoins là-dessus, mais à 3000 Est-ce qu'il y avait d'autres points, d'autres réflexions que tu souhaitais aborder? Est-ce que tu aurais peut-être des outils, des réflexions, des solutions, des choses que tu aurais envie de partager aux personnes, auditeurs et auditrices qui nous écoutent?
Bah, écoute, je pense qu'effectivement, si on se sent, voilà, mal dans son travail, il faut déjà s'interroger, voilà: «Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Est-ce que c'est à quel point c'est difficile? Est-ce que mon entourage commence à me dire que je suis un peu trop fatiguée, que je travaille un petit peu trop?» Voilà. Je pense qu'il faut d'abord observer, être à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions. Ensuite, bah, se dire: «Quand ça sera le bon moment pour moi, j'y fais face». Et après, il y a vraiment ce travail aussi d'acceptation, voilà. Laisser les émotions nous traverser, être dans l'acceptation que la situation est ainsi, mais que c'est pas la fatalité, qu'on peut toujours faire quelque chose aussi. Et puis, voilà, ensuite, pas hésiter à se faire accompagner, se faire aider aussi. Voilà, alors il y a le dispositif du bilan de compétences qui effectivement fait des miracles et a l'avantage de pouvoir être financé par le CPF aussi. Ça peut aider. Voilà, si on n'a pas forcément le budget, on peut s'appuyer là-dessus. C'est aussi finançable par Pôle emploi si on est voilà, au chômage. Ça peut être finançable par l'entreprise. Voilà, il y a plusieurs quand même solutions. Mais vraiment, prendre le temps de pouvoir effectuer tout ce travail-là en étant accompagné. Le but de la personne qui vous accompagne, c'est certainement pas de vous dire: «Il faut faire ci, il faut faire ça, vous avez 75% d'affinité avec tel secteur, au secours». Mais c'est plutôt, voilà, d'être une petite lampe torche qui avance avec vous dans un tunnel pour pouvoir, ensuite vous aider à y voir clair en vous. Voilà, par des exercices, par des réflexions et cetera, il faut vraiment pas hésiter, en tout cas. C'est important. Et tu parles de financement, on en parlait en off avant d'enregistrer cet épisode, mais je pense que c'est important et intéressant de le dire. Comme tu dis, il y a le dispositif du CPF qui est là et qui permet de prendre en charge, en tout cas de ton côté, ou pour certains autres dispositifs. Néanmoins, je pense que c'est important de rappeler que notre santé mentale, elle n'a pas forcément de prix Tout à fait. et qu'on est capable, on enregistre cet épisode plus ou moins à la période de Noël, qu'on est capable d'aller dépenser des sommes supérieures à 2 chiffres pour certains cadeaux ou même supérieures à 3 chiffres pour avoir un téléphone portable ou ce genre de choses. Ce qui est très bien, j'ai absolument rien contre, chacun ses valeurs, etc. Mais la notion de priorité qu'il y a derrière, et on parlait de ressources, l'exemple du burn-out qui est l'un des deuils et qui peut être aussi un deuil qui est subi, même un double, triple, Ah bah, quadruple, bien double sûr. deuil à de multiples niveaux, qui montre qu'en fait, on a tellement, tellement tiré sur la corde qu'après, il faut reconstruire, il faut recapitaliser toutes ces choses-là. Et que, oui, l'investissement, ça demande un investissement financier, oui, c'est une réalité, en termes d'énergie, en termes personnels aussi, mais c'est pas un investissement qui a pour but d'être à long terme et que vous allez faire toutes les semaines, tous les mois pendant 50 ans, en fait. Et je pense que c'est important aussi à Bien rappeler. sûr. Bah, de toute façon, tu sais, et je sais que tu seras d'accord avec moi, Je les sais pas. les choses les plus importantes dans la vie, en fait, finalement, ne s'achètent pas et la santé en fait partie. Ah non, je suis pas d'accord. Un peu d'humour sur ce podcast, s'il vous plaît. Et effectivement, bien sûr, tu as tout à fait raison. La santé ne s'achète pas, c'est tellement important. Et je te donnais aussi, du coup, tout à l'heure, quand on discutait en off, cette image, mais aussi que j'aime beaucoup de la maison. Voilà, j'ai une maison qui brûle. Si j'appelle les pompiers dans les 5 minutes ou si je les appelle 2 heures après, le résultat sera pas le même. C'est Voilà. ça. Et c'est vrai que savoir être à l'écoute aussi des signaux que notre corps nous envoie, de nos ressentis, de nos émotions, c'est primordial pour pouvoir justement déceler le bon moment. Voilà. Alors, rien n'est jamais impossible, hein, même quand on traverse des burn-out très, 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 très violents, on peut toujours rebondir. Ça mettra de fait forcément plus de temps, Ouais, c'est bien ça. souvent. Mais toutes nos émotions, tous les événements de la vie, en fait, sont vraiment une boussole. Et quand tu parlais des émotions, ça vient nous alerter aussi et nous passer des messages. C'est un peu des émotions qui toquent à la porte en disant: Eh oh, on est là, en Tout fait. à fait. Tu peux toujours nous laisser la porte fermée, mais nous, on sait, en fait. À un moment ou à un autre, on va revenir. Et quand on reviendra, ce sera d'autant plus fort jusqu'au jour où on va défoncer la porte et tu n'auras plus le choix, en fait, de faire face à nous. Bien sûr, et puis on est quand même là en ce moment dans des époques où ça nous est davantage facilité. Je trouve les reconversions, on commence de plus en plus à en parler. Ça choque plus de voir quelqu'un exercer un métier 10 ans, puis partir faire autre chose. Ouais, Et ça carrément. va être de plus en plus comme ça pour les générations futures. On n'est plus à l'époque, voilà, de nos parents, de nos grands-parents. On rentre dans une boîte à 18 ans, on en ressort, ou à 16, et on en ressort à 50 ou 60. Voilà, maintenant on peut vraiment s'autoriser ça. Et voilà, s'il y a vraiment un message que je voulais passer, c'est que ce n'est pas une fatalité. Si vous êtes malheureux, vous n'êtes pas un arbre, vous pouvez bouger. Ah, c'est mon image, ça. Et Hein. effectivement, oui, je l'ai probablement déjà. Je suis une fidèle auditrice aussi de ton podcast, donc je l'ai probablement déjà entendu. Mais c'est très vrai, en fait. Ouais, Vraiment, ne restons pas dans des situations, dans des environnements qui ne nous conviennent pas. c'est ça. On a tous un plein potentiel à développer et le monde attend que ça, en fait. C'est notre mission de vie. Voilà.
Waouh, c'est tellement inspirant que je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Constance, Je pour t'en prie, Charlène. le réenregistrement de ce podcast, C'était un plaisir. de cet épisode qui était vraiment complémentaire à l'épisode avec Elsa. Ils se répondent l'un l'autre et vous partagez toutes les deux finalement le même message avec chacune vos outils, etc. Donc vraiment un grand merci à toi. Eh ben, écoute, c'est moi qui te remercie. J'étais ravie d'être ton invitée aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.